Ok. Vous le savez, The Last of Us vient de se terminer. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai passé un très bon moment devant cette première saison. J'ai pas l'impression que tout le monde en ait parlé comme si c'était la première saison de House of the Dragon. Mais pourtant, c'est une série qui allait régulièrement dans l'excellent et qui avait un niveau moyen qui était très bon. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tranquillement faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec un petit avis qui, comme vous le savez maintenant, ne sera que le mien. Des fractions. T'as quel âge déjà? 36. Bientôt tu vas devoir porter des couches. Qui te dit que j'en porte pas déjà? Mes attentes pour cette série à la base n'étaient pas énormes. J'avais jamais joué aux jeux vidéo et vu le traitement d'Uncharted au cinéma, faut savoir qu'Uncharted provient de Naughty Dog comme The Last of Us. Ce film, il m'avait pas convaincu et j'avais aussi un souvenir d'une série live adaptée d'un jeu vidéo. C'était Resident Evil sur Netflix. Mais quand HBO est sur un projet, on sait que HBO essaie de faire du bon travail. Surtout qu'ils venaient de nous proposer House of the Dragon avec toute l'implication qu'ils avaient mis sur les spin-offs de Game of Thrones. Je pouvais au moins aller regarder ce qui se passait. On n'en sait rien. Rien du tout. On est malade? Non, bien sûr que non. Pourquoi il y a des explosions partout? Plus de réseau, plus de radio. Alors qu'il y a 10 minutes, les journalistes n'arrêtaient pas de... Et ce premier épisode, pour une personne comme moi qui n'a pas joué aux jeux vidéo, donc je pourrais pas aller dans le sens des critiques qui disent que c'était juste du copier-coller par rapport au début du jeu, qu'il n'y avait aucune surprise dans l'épisode. Moi, j'y suis allé en totale ignorance, en totale innocence. Je connaissais rien du tout de l'univers. Mais vous, que les choses soient claires, selon vous, les micro-organismes représentent une menace? Non, oui, une menace on ne peut plus concrète. Les bactéries? Non. Vous aimez dire non? Oui. Déjà, le début de l'épisode qui se passe en 68 sur le plateau télé où le scientifique alerte les gens du danger du champignon sans que personne ne le prenne au sérieux, moi j'ai aimé. Ça crée un contexte historique, ça crédibilise l'univers. Pour une personne qui ne connaît rien à l'histoire, ça permet rapidement de rentrer dans le monde de la série. T'es sûr? Quoi? J'entends rien du tout. Elle est naze ta vanne. T'es naze. La présentation de Joël, la relation avec sa fille, le rôle de sa fille dans sa vie et sa mort plus tard, ça va permettre à l'épisode, qui n'est qu'un épisode de mise en place, de commencer tout de suite à me surprendre et à me choquer. Parce que peut-être que je suis trop naïf, mais moi je l'avais pas forcément vu arriver. J'ai aimé qu'on prenne le temps de développer autant un personnage qui va disparaître. Et surtout, ça va nous permettre de plus tard comprendre le développement de Joël, son évolution grâce au développement de Sarah. Et quand je parle de son évolution, je parle de l'évolution qu'on va constater avec le saut dans le temps qui sera présent dans le même épisode, et puis aussi l'évolution à laquelle on va assister au cours des épisodes quand il va se rapprocher d'Ellie. Et quand tu retrouves Joël 20 ans plus tard avec une Fedra qui est installée, des zones de quarantaine installées, on est largement avancé dans l'apocalypse et on n'a pas besoin d'en savoir plus en fait, parce qu'on comprend déjà tout. Tu vois directement Joël qui est capable de brûler le corps d'un enfant, parce que même si on l'a laissé il y a 20 ans en train de perdre sa fille, on sait bien que toutes les aventures qui ont pu se passer pendant ces 2 décennies, malgré qu'elles aient pu être très violentes, ça reste rien comparé à la perte de sa fille. Donc tu vas retrouver un homme brisé qui continue d'avancer, mais tu as l'impression qu'il peut plus avoir de sentiments. Et c'est pour ça qu'il va réussir à brûler cet enfant, on va dire sans trop d'état d'âme. Ils ont pas appris à discuter, ils connent sans se poser de questions. C'était que des petits merdeux de 19 ans. C'est un miracle que tu sois en vie. Ouais, mais c'est un miracle qu'on soit tous en vie. Au-delà de ça, on découvre son monde actuel, c'est-à-dire Tess, sa femme, entre guillemets, mais c'est avant tout sa partenaire, sa coéquipière, plus que son amour. Parce que tu sens qu'en fait, Joël, il se refuse à l'amour. Et on va voir aussi sa rencontre avec Ellie. C'est pas le coup de foudre, loin de là, son objectif de base, c'est juste de l'amener d'un point A à un point B, fortement influencé par Tess, on va même dire que Tess l'oblige, et ça sera d'ailleurs un peu le cadeau qu'elle va lui laisser. Donc on a quand même un premier épisode qui nous prépare les relations entre les personnages et le contexte post-apocalyptique qui existe, et là tu comprends tout de suite le danger qui va se cacher dans ce monde.
Avec le deuxième épisode, on va sortir de la zone de quarantaine et on va rentrer dans le feu de l'action parce que forcément les personnages ils vont être exposés au danger. Pour connaître l'ambiance assez pesante, post-apocalyptique des zones dirigées par la Fedra, il y avait un petit côté étouffant. Donc c'était le but de la réalisation, mais je pense qu'à regarder sur le long terme, moi ça aurait pu me fatiguer. Comme pour le premier épisode, on va commencer avec un flashback. Iya, Bu Ratna. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Mais cette fois-ci, il va être situé en 2003 à Jakarta, en Indonésie, toujours avec une scientifique qui est spécialiste en cordyceps. Elle est récupérée par l'armée pour étudier un cas de contamination. Donc là, on peut voir que depuis 68, la situation a dégénéré, comme l'avait laissé sous-entendre le premier scientifique du premier épisode. La scientifique de ce deuxième épisode, qui est une experte, elle va appuyer l'état de catastrophe, puisqu'elle va conclure qu'on ne peut rien faire contre le champignon, et qu'il vaut mieux détruire tous les endroits où le champignon est présent. Ini terjadinya, Pak. Kurang lebih 30 jam yang lalu, Bu. Di mana? Di pabrik tepung dan gabah di barat kota. Lahan yang sempurna untuk itu. C'est toujours sympa cette mise en contexte de l'infection, ça permet de rendre l'univers toujours plus crédible et de comprendre comment a pu muter le champignon et a pu infecter les premières personnes. On comprend aussi comment l'infection a pu arriver au début de l'épisode 1 jusqu'aux États-Unis. Si tu veux, oui. Il est à Dany, celui-ci. En fait, mon père ne va pas tarder à rentrer, je devrais y aller. Tu es sûr? Ouais. Alors ne pars pas sans tes cookies. Ce deuxième épisode, il va nous permettre surtout de découvrir l'univers abandonné dans The Last of Us. Une ville abandonnée, une nature qui reprend ses droits sur le monde de la civilisation. Et moi, je sais pas vous, mais les plans d'ensemble de la ville, dès la fin du premier épisode, ils m'ont vraiment mis une claque. Même si on aura l'occasion d'y revenir plus tard, c'est vrai que la nature abandonnée, elle était moins convaincante, mais il faut reconnaître que les grands ensembles urbains qui ont passé 20 ans sans présence d'hommes, sans présence de civilisation, ils étaient plutôt convaincants. Autant le premier épisode, il était très froid, très brut dans sa réalisation, là on a un petit côté émerveillement parce qu'on découvre un monde inconnu par les yeux d'Ellie. Et c'est vrai que ce ressort, il va être utilisé plusieurs fois dans la suite de la série, peut-être au risque parfois d'être un peu répétitif pour découvrir le monde d'avant, comment les choses se sont arrêtées, etc. Mais là, dans cet épisode, on découvre ce monde qui nous paraît infini à travers les yeux d'une adolescente qui sort enfin de cette zone de quarantaine. C'était assez plaisant. Malgré le fait que je sois grave ambiancé par les décors de la ville, c'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est ce qui va se passer dans le musée, qui va être envahi par des champignons, des cadavres, etc. Et là, on va enfin rencontrer les claqueurs. Et c'est là que la série a commencé à faire parler d'elle sur Twitter, sur les réseaux, avec ce visuel de claqueur qui était vraiment très impressionnant. Là, faut saluer la réalisation de Neil Druckmann. Il a vraiment réussi à faire une ambiance angoissante, déjà de par le réalisme des claqueurs, leur façon de bouger, les bruits qu'ils faisaient, mais aussi pour sa réalisation avec des plans qui étaient assez serrés sur les visages inquiets des personnages. Ensuite, il y a Tess qui va mourir. Quand elle va mourir, elle va dire à Joel « Je ne t'ai jamais rien demandé, même pas d'avoir les mêmes sentiments que moi ». Une phrase qui en dit long. Il n'y a pas besoin d'expliciter là-dessus, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le personnage de Tess. Moi, je dois avouer qu'en 2 épisodes, j'ai pas eu le temps de m'attacher à elle. Et quand je dis 2 épisodes, je suis gentil. Elle fait une petite partie du premier, une partie du deuxième. Moi, il me faut beaucoup plus pour m'attacher. Et dans la suite de la série, quand on va faire référence à Tess et qu'on va voir Joel qui est touché, mais qui se refuse à se l'avouer, pour moi, ça va pas fonctionner. Parce que je trouve que c'est trop rapide pour qu'on comprenne l'importance, l'impact qu'elle a pu avoir sur lui. Après, voilà, le moment de sa mort, son sacrifice, je trouve que ça reste bien fait, que c'est efficace. Le baiser de la mort, entre guillemets, il est très dérangeant. Donc en soi, ça, c'est réussi. Et c'est réussi pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Il y a une dimension un peu de viol. On a l'impression que Tess, elle est à la merci de cette infectée. On a l'impression qu'elle accepte son sort, qu'elle refuse de se battre. Mais en même temps, le plan sur sa main nous donne le sentiment inverse. Il y a vraiment une sensation contradictoire qui se dégage de cette scène et qui donne l'impression que le personnage de Tess, il est à la merci et qu'il ne peut pas se défendre.
Il y a un truc dont il faut parler, c'est les filaments. J'ai vu que dans les jeux, le champignon se transmettait par des spores, et là, ils sont tous reliés. Il y a un réseau immense qui les relie entre eux, à tel point que si tu marches sur une racine de champignon, tous les infectés aux alentours peuvent être avertis et arriver vers toi. Je trouve que c'est une super idée, ça fonctionne bien, mais c'est quand même dommage que ça soit pas du tout exploité dans le reste de la série en fait. De longues fibres, comme des fils, qui peuvent s'étendre à plus d'1 kilomètre. Tu marches sur une plaque de cordyceps à un endroit, et tu réveilles une dizaine d'infectés à proximité. Alors pour le 3e épisode qui a fait débat, franchement je vais pas rentrer dans le débat parce que il est même pas intéressant, en plus du fait qu'on soit pas là pour parler de ça. En tout cas cet épisode 3 c'est une coupure dans la trame principale puisque Tess est morte, elle a fait jurer à Joel de s'occuper d'Ellie. Elle en est la preuve vivante. Tu dois la conduire chez Bill et Frank. Tu feras ce que tu veux après et eux ils s'en occuperont. Non. Donc Joel s'occupe d'Ellie, et là on va avoir une coupure dans cette histoire qui vient à peine de commencer, donc il y avait quand même un risque de casser le rythme. C'est un choix pas évident au premier abord, et on va s'intéresser à 2 personnages qu'on n'a jamais vus et qu'on ne reverra jamais après. Joel et Ellie, tu vas les voir rapidement au début de l'épisode, et à la fin, ça va juste nous permettre de comprendre qu'ils se dirigent vers chez Frank et Billy, et à la fin de cet épisode, ils vont repartir avec des provisions et une voiture. Et je trouve ça assez original de passer les 3/4 d'un épisode sur des personnages qu'on ne verra plus et qui apportent pas grand chose au grand récit de cette histoire, à part des duvets, de la nourriture et un moyen de transport qui va tenir la moitié d'un épisode. Alors est-ce que c'est une vraie prise de risque, une vraie volonté narrative de raconter quelque chose d'une nouvelle manière, ou alors c'est juste que la série avance vitesse grand V dans ce qu'elle veut raconter et que le temps d'écran est donc réduit pour tout le monde? Malgré ça, comme je l'ai dit, on va passer beaucoup de temps à s'intéresser à Frank et Billy. Bon, je reviens pas sur la rencontre, sur leur histoire d'amour, sur le survivaliste qui rencontre le mec raffiné de la ville, sur cette tentative de nous montrer que l'apocalypse aura permis à 2 mondes de se rencontrer et de s'aimer. Mais faut avouer quand même que j'ai trouvé leur histoire d'amour convaincante. Et qu'à la fin de l'épisode, j'en avais presque oublié qu'on devait suivre Joel et Ellie. Et au final, le cassage dans l'histoire, il valait mieux qu'il intervienne à un moment où la trame principale était pas trop développée, parce que si c'était intervenu en épisode 7 ou 8, je pense que ça aurait un peu cassé le suspense. Je suis satisfait. Et toi, tu as été toute ma vie. Donc cet épisode, c'est un ovni dans la première saison. C'est une pause dans ce récit qui va à toute vitesse. Une pause qui arrive peut-être trop tôt parce qu'on n'est pas encore fatigué de cette narration à grande vitesse, mais c'est une pause qui a fait du bien et qui était agréable. Et au-delà de tout ça, elle a permis de rendre plus crédible l'univers de The Last of Us. Pas par des explications scientifiques ou des explications historiques de comment est arrivé l'apocalypse, mais par le moyen de nous faire comprendre qu'il y avait des gens qui vivaient la fin du monde de manière très différente. Épisode 4, on repart sur la relation Joel et Ellie. Si on nous a montré avec Frank et Billy un exemple de contraires qui finissent par s'attirer, qui finissent par dépendre l'un de l'autre, c'était peut-être juste pour nous préparer au rapprochement entre les 2 personnages principaux. Même si l'évolution de leur relation, elle est cousue de fil blanc depuis le premier épisode, Joel, l'anti-héros qui s'est fermé à tout le monde et qui rencontre Ellie, la petite fille traumatisée qui ne peut plus faire confiance à personne, mais qui cherche désespérément quelqu'un qui ne l'abandonnera pas. On a l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, mais il faut reconnaître une chose, c'est que oui, on l'a peut-être déjà vu plein de fois, mais cette fois-là, c'est vraiment bien fait. Et tout ça, ça va être présenté par le livre de blagues. On va apprendre son importance plus tard dans la saison. Mais au début de cet épisode, Joel, il refuse d'écouter les blagues. Dans un second temps, il va accepter que Ellie lui en lise une. Et à la fin, il va finir par rire. À la fin de l'épisode, quand il rit de cette blague, on rentre dans la nouvelle dimension de leur relation. Joel, par ce rire, il accepte de reconnaître un petit peu qu'il commence à s'attacher à Ellie. T'as rigolé, sale con. J'ai pas rigolé. Si, je t'ai entendu. Non, je suis en train de craquer. Vu ton grand âge, tu craques de partout.
faut que je vous parle aussi des ennemis qui vont être sur le chemin de Joel et Ellie et qui vont permettre à Ellie de commencer à s'affirmer et de sauver la mise à Joel. Et tout ça va être assez rapide dans l'épisode. Si au début de l'épisode, elle est en train de s'entraîner devant le miroir avec une arme, par la suite, c'est avec cette même arme qu'elle va tirer sur celui qui a le dessus sur Joel. Et à la fin de l'épisode, c'est Sam qui va mettre en danger Ellie avec son arme. Et Joel, cette fois-là, il pourra rien faire d'autre que regarder sans pouvoir intervenir ni même la défendre. On a donc un enfant qui en début d'épisode s'entraîne pour ressembler à Joel. Grâce à son entraînement, elle finit par le sauver. Et à la fin, Joel, il peut même plus l'aider. Et cet événement va avoir un impact dans son esprit qu'il va dévoiler quelques épisodes plus tard. J'ai pas grand chose à dire sur le groupe d'ennemis que vont rencontrer Joel et Ellie, ceux qui se sont libérés de la Fedra. Ils vont être plus intéressants et plus nuancés dans l'épisode suivant. C'est vrai, ça aurait été un peu risqué de développer encore des personnages secondaires alors qu'on venait de faire un épisode sur Frank et Bill. Là, c'est vraiment un épisode qui permet de mettre en avant le développement de la relation Joel-Ellie, comme je l'ai déjà dit, et on comprend aussi que le véritable danger, parfois, ça va être plus les humains que les infectés. Montre-toi, enfoiré! Donne-nous tout ce que t'as et tu t'en sortiras vivant! C'est promis! Pour ce qui est de la qualité de l'épisode, je trouve que c'est l'épisode où on ressent le plus l'influence de l'œuvre originale qui est le jeu vidéo. Lors de la scène de la fusillade, on entend parler des tireurs au loin, ça fait vraiment phrase basique de PNJ. Quand Ellie se faufile dans le trou, elle décrit la pièce pour que Joel rentre de l'autre côté, ça fait vraiment intrigue de jeu vidéo. Et je le ressens alors que j'ai pas joué une seule seconde au jeu. Mais malgré ça, ça reste un bon épisode. Et ça mélange de l'action, du suspense, du développement de personnages. Et tout ça va finir sur un cliffhanger. Donc quand même c'est difficile de se plaindre de tout ça. Quand vous regardiez les soldats nous jeter en prison, ou nous pendre haut et court, tout ça pour qu'on vous donne des médicaments, de l'alcool, ou bien encore des putains de pommes. L'épisode 5 va nous permettre d'en apprendre plus sur Kansas City et le groupe qui est dirigé par Kathleen. Elle recherche Sam et Henry parce qu'elle veut venger son frère. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va présenter l'idée que la Fedra, qui, voilà, on va pas se mentir, a un petit côté fasciste sous couvert de protéger l'humanité, à cause de cette radicalité qu'elle emploie, ça va donner naissance à des mouvements de révolte. Alors certes, c'est abordé assez rapidement dans l'épisode, on va pas passer 10 ans dessus, mais comme la série avance toujours à grande vitesse, on n'a pas le temps de développer trop en profondeur quoi que ce soit. Mais ça reste toujours bien fait et crédible, on n'a pas le sentiment non plus que c'est rushé. Y'a personne de la Fedra? Plus depuis 10 jours, non. On m'a dit qu'ici, les gars de la Fedra, c'était... Des sauvages, des monstres. Ouais, on t'a pas menti. Ils ont violé, torturé et assassiné pendant 20 ans. L'association entre les deux groupes, Joel, Ellie, Sam, Henry, le rapprochement des enfants, le fait que Joel accepte de collaborer avec une balance, et il va même leur proposer qu'ils restent ensemble pour le bien d'Ellie. Là, on voit clairement que l'amour qu'il porte à Ellie va prendre le pas sur sa méfiance habituelle. Le développement de Sam et Henry, il est très efficace. Mais comme on a déjà l'expérience du ressort scénaristique qui paraît déjà trop répétitif à ce moment-là de la série, c'est-à-dire un nouvel épisode, un nouveau personnage qui meurt à la fin, on s'attend pas trop à ce qu'ils survivent et qu'ils continuent l'aventure tous ensemble comme si tout allait bien. Si jamais t'as collaboré pour pouvoir prendre soin de lui, je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. Je connais pas votre histoire. Bon, évidemment, ils vont réussir à sortir de la ville. Ils vont se faire attraper par le groupe de rebelles qui a pris possession de la ville quelques jours avant. Mais pour moi, la scène intéressante qui va permettre de valider encore plus l'attachement de Joel envers Ellie, c'est quand il se dirige vers la maison pour tuer le sniper qui les attend. Là, il va regarder vers l'horizon, comme s'il avait envie de partir. Il hésite et au final, il reste. Et ça montre quelque chose que je trouve qui n'est pas assez développé. À quel point Joel n'est pas une bonne personne. Pour moi, c'est pas juste un anti-héros qui a des manières de donner la justice un peu limite. Non, pour moi, c'est vraiment une mauvaise personne. Vraiment quelqu'un qui a fait des choses mal. Et avec la fin de la saison, on va comprendre qu'en fait, Ellie, elle est pas en train de lui redonner son côté positif. Elle va juste permettre à Joel de redécouvrir l'amour, mais c'est pas pour autant qu'il va redevenir
pour l'instant, une meilleure personne dans l'absolu. Et dans tout ça, on aurait presque oublié de parler des infectés. Parce que oui, il va y avoir cette scène incroyable où les infectés sortent des sous-sols. Et on va comprendre que la Fedra, elle a peut-être été négligente. Mais bref, l'impressionnante apparition du Colosse va nous montrer qu'il y a différentes formes d'infectés. Et même si c'est jamais dit trop clairement, ce qu'on peut comprendre, c'est que les infectés ont différents stades d'évolution. Selon le temps qui passe, et étant dans les sous-sols depuis un certain temps, le champignon, lui, a continué à évoluer dans les corps des hôtes. Et ça donne cette forme quasi finale d'évolution qu'est le Colosse et qui est quasiment indestructible. Il va terrasser énormément de soldats et le seul moyen de se sauver, c'est de fuir. Et alors qu'on pensait que le véritable danger c'était peut-être les humains, là on a un vrai sentiment de terreur et d'impuissance face à ce Colosse. Va-t'en! Va te trouver une planque et t'occupe pas de nous! On peut regretter peut-être qu'ils n'aillent pas plus en profondeur pour nous expliquer les différents stades d'évolution des infectés. Bon, il y a une vidéo sur la chaîne qui vous explique tout ça en détail. N'hésitez pas à y faire un tour. Mais le but, c'est vraiment de s'intéresser plus au développement des personnages. On va voir ça avec Ellie, qui commence d'ailleurs à s'attacher à Sam. Sam, lui, va être contaminé. Elle va essayer de le sauver avec son sang. Et elle va faire face à une déconvenue parce que, ouais, malheureusement, elle est immunisée, ça c'est sûr, mais ça aurait été un peu trop simple de guérir quelqu'un en frottant ta main coupée contre sa plaie. Et là, on a l'impression que la mort de Sam, ça va être le premier fardeau que va porter Ellie. Parce que Joel, plus tôt dans l'épisode, il disait que les enfants, ils se remettent plus vite parce qu'ils n'ont pas de fardeau à traîner, de poids sur les épaules. Et là, on va se rendre compte que Ellie va en avoir un et qu'elle va faire un peu comme Joel, c'est-à-dire refouler ses sentiments. Est-ce que le fait que Joel le constate et le comprenne va lui faire comprendre qu'Ellie le prend pour modèle et qu'il doit changer son comportement? Et c'est pour ça que par la suite, il va commencer à plus s'ouvrir. L'épisode 6, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le côté de Joel qui veut ou qui ne se sent plus apte à protéger Ellie et qui décide de la laisser à son frère Tommy. Ouais, parce que dans cet épisode 6, on va pas passer à côté, il retrouve son frère Tommy. C'est d'ailleurs plutôt une bonne chose que la recherche du frère n'allait pas durer trop longtemps, surtout que c'était quasiment une mission annexe et qu'au final les retrouvailles elles servent pas à grand chose dans l'accomplissement de la mission. En dehors du développement de Joel, qui va donc faire part de ses inquiétudes sur sa capacité à protéger Ellie. Mais en vrai, on n'est pas dupe. Là, Joel, ce qu'il nous raconte, c'est juste qu'il a peur d'être attaché à quelqu'un à nouveau. Il n'est pas devenu faible et fragile en une nuit. C'est juste la peur de l'échec, la peur de reperdre quelqu'un, la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que protéger quelqu'un qu'il aime, c'est quelque chose dans lequel il a déjà échoué auparavant. Mais c'est elle qui lui a tiré dessus pour me sauver. Elle a que 14 ans. Tout ça parce que j'ai été trop lent et trop sourd pour l'entendre arriver. Les conversations entre Joel et son frère, elles vont quand même nous permettre de comprendre que Tommy, il a voulu s'éloigner de Joel parce que Joel, il a fait des mauvaises choses. Donc, c'est bien sympa ça, parce que ça nous permet de le comprendre, mais on le comprend à travers une conversation. Et malheureusement, j'ai l'impression que la série, avec son côté un peu édulcoré, nous permet pas vraiment de mettre en image à quel point Joel a pu faire des choses horribles et à quel point son jugement du bien et du mal, il peut parfois être totalement faussé. Donc là, ça va vraiment être un épisode où on regarde la psychologie des personnages, les violences internes auxquelles ils doivent faire face. Joel, on comprend qu'il n'a toujours pas guéri de la perte de sa fille. Et Ellie, on va comprendre à quel point elle peut souffrir du sentiment d'abandon. Tu sais pas ce que c'est que de perdre un être cher. Les seules personnes que j'ai aimées dans ma vie sont mortes ou m'ont abandonné. Tommy, lui donc, il réussit à faire sa vie dans un espace qui a l'air plutôt safe. Joel, bon, au final, il va quand même partir avec Ellie, c'est sans surprise. Et même si c'était attendu dans l'évolution de leur relation que Joel fasse un pas en arrière au moment où il s'attache à Ellie, l'avantage que la série avance vite dans son développement, c'est qu'on va pas passer 3 heures sur la querelle Joel et Ellie. On passe rapidement aux retrouvailles, et quand ces deux personnages vont quitter la communauté du frère de Tommy, ils auront jamais été aussi proches. Le fait qu'Ellie apprenne que Joel a perdu sa fille, ça va lui permettre d'adapter un petit peu son comportement et d'être plus compréhensive
envers lui. Quant à Joël, t'as vraiment l'impression qu'il a gagné son combat intérieur, il est prêt à affirmer ses sentiments, il est prêt à aimer quelqu'un, la protéger sans craindre de ne pas y arriver. Ça, c'était il y a une demi-heure, et puis je me suis dit... Tu mérites d'avoir le choix. Tu serais plus en sécurité avec Tommy, mais... On y va. Alors certes, ils nous ont vendu du rêve avec les infectés dans l'épisode précédent, et là, il n'y en a pas eu. Mais n'empêche, il s'est passé beaucoup de choses utiles au développement du personnage, et c'est pas du tout le genre d'épisode qui me dérange, bien au contraire. Évidemment, comme tout se passe bien, il va avoir une attaque au centre des Lucioles, parce que oui, voilà, Joël et Ellie, eux, ils doivent rencontrer des Lucioles. Mais à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, les Lucioles, elles sont pas là. Elles ont dû quitter en précipitation leur campement. Là aussi, on ressent l'influence jeu vidéo, tu vois, avec cette petite facilité scénaristique qui va se répéter régulièrement à chaque fin de petite mission et qui va permettre de prolonger le scénario. En tout cas, ça va quand même aussi permettre de passer à une nouvelle phase pour Ellie, parce que Joël, lui, va se prendre un coup de couteau, il va avoir besoin d'aide, et c'est Ellie qui va l'aider à survivre. Épisode 7, je vais revenir rapidement dessus, c'est le flashback d'Ellie avant qu'elle se fasse mordre. C'est aussi la love story d'adolescente qu'elle a avec Riley. La construction de l'épisode, moi, ça m'a un peu dérangé parce que j'aurais préféré, personnellement, qu'on passe plus de temps dans le centre d'entraînement de la Fedra, enfin le centre de formation pour les jeunes là. Mais quasiment tout l'épisode va se passer dans le centre commercial, et voir Ellie qui s'émerveille devant les restes du monde passé, au bout d'un moment, c'était un peu répétitif, surtout qu'on l'avait déjà vu dans d'autres épisodes quand elle était avec Joël. Ce que ça va nous permettre de comprendre, c'est que Ellie a déjà perdu une personne qu'elle a aimée, et donc on met ça en parallèle avec Joël. Joël, lui, il est entre la vie et la mort après le coup de couteau, et malgré les indications qu'il a données à Ellie, elle décide de rester pour le sauver, parce que cette fois, elle peut agir, elle est assez forte, elle en a les moyens pour sauver la personne à qui elle tient. Le véritable problème pour moi dans l'épisode, c'est pas le manque d'action. J'ai apprécié les épisodes d'avant qui vont permettre de s'intéresser aux personnages. Pour moi, le véritable problème là, c'est de casser encore une fois la dynamique principale de l'histoire et de consacrer autant de temps dans le passé et de mettre autant de temps sur Ellie qui se fascine sur le monde avant, comme je l'ai déjà dit. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? C'est peut-être la première fois dans la série où je ressens le moment trop long, trop développé, alors qu'il y a autre chose qui pour moi aurait mérité plus de temps, mais ça j'en ai déjà parlé avant. Bref, cet épisode il aura au moins le mérite de donner de la backstory à Ellie, de comprendre un peu mieux ce sentiment d'abandon qui est si présent en elle. Bon, je vous avoue que j'avais de grosses attentes sur l'épisode 8. Tous les gens qui avaient joué au jeu me disaient « Tu vas voir, la période de l'hiver, ça va être incroyable. David, c'est un personnage incroyable, c'est vraiment un tordu, il est flippant, etc. » Avec ces informations en tête, et une fois que tu as regardé l'épisode, c'est clair que c'est vrai, tu sens que David, c'est un mec qui a la main mise sur son groupe, le genre de gars un peu flippant, voire même beaucoup, qui pense faire le bien, mais qui fait vivre tout le monde dans la terreur. Et je te parle même pas du fait qu'il soit un peu cannibale sur les bords et que clairement il utilise la religion pour tenir son groupe sous son contrôle alors qu'il a pas l'air spécialement très croyant dans le fond. Cependant, le rythme de la série, il m'empêche pas d'apprécier ce qui se passe, bien au contraire, et on n'a pas le sentiment de rusher comme je l'ai déjà dit. Le temps qui est donné au personnage quand tu regardes a l'air suffisant, mais malgré ça, moi je peux pas considérer David, au vu de cet épisode, comme un grand méchant, emblématique, traumatisant, qui me fait froid dans le dos quand j'y pense. Alors on se calme, évidemment, le mec, c'est un malade, ça a l'air d'être un pervers avec les enfants, en plus de tous les traits de tyran que j'ai déjà évoqués, mais le temps de développement, il est trop court pour qu'il me marque. Et c'est là toute l'ambiguïté de la série. C'est qu'en regardant chaque épisode, à aucun moment je me suis dit « Ah, j'ai l'impression que ça va trop vite, je me sens pas impliqué dans l'histoire. » Mais pourtant, il y a tellement de séries qui ont pris le temps de développer des méchants sur plusieurs épisodes, peut-être des méchants moins convaincants, mais comme ils sont plus développés sur le temps, je me sens plus impacté par les autres méchants des autres franchises que par David.
David, il va quand même permettre de montrer des choses. Il va permettre de montrer qu'Ellie, maintenant, son fort caractère, il est affirmé plus que jamais. Il va pas réussir à la faire flancher avec un petit discours bien mené. On va montrer que maintenant, c'est devenu une vraie survivante et qu'elle est totalement loyale à Joël. Après, pour moi, David, ça reste juste un Joël qui a basculé, avec un côté plus manipulateur, bien sûr, plus malsain, plus pervers. Joël, lui, entre guillemets, c'est juste un mec qui est capable de mettre sa morale de côté pour arriver à ses fins. En sachant que ses fins, c'est protéger Ellie, assurer sa survie, etc. Alors que David, lui, t'as quand même l'impression qu'il prend un malin plaisir à manipuler tout le monde et à diriger tout le monde en plus. Bref, il y aura une petite scène traumatisante où David essaye vraiment d'abuser d'Ellie. Elle va réussir à s'en sortir et se sauver quasiment seule. Pour ceux qui trouvaient que la saison manquait d'action, là, cet épisode, il va nous apporter plein d'actions, justement. On va vraiment sentir la puissance et la rage, autant de Joël d'un côté que d'Ellie. J'ai pas l'impression que la tentative d'abus de David, au final, elle aura un impact sur la durée pour Ellie. On pourrait le croire au début, mais au vu du rythme de narration de la série, c'est toujours pareil, quoi. On va rapidement passer à autre chose. Au final, ce que je retiens de cet épisode, c'est la mince frontière qui va séparer les héros qu'on suit d'un personnage comme David. Je retiens aussi la confirmation de la puissance de la relation entre les deux personnages principaux et l'affirmation d'Ellie en tant que survivante et personnage qui est enfin devenu adulte. Comment conclure une saison qui a été convaincante? Ça, c'est toujours qui tout double dans les séries. Et sans suspense, moi je vous le dis, j'ai apprécié cette conclusion. On arrive enfin chez les Lucioles, après une super déclaration d'amour de la part de Joël à Ellie et de Ellie envers Joël, sans en faire trop, hein. Franchement c'était touchant, mais c'était juste. Mais malheureusement, Joël va nous montrer son vrai visage dans cet épisode. Au-delà du fait qu'il va tuer des personnes de sang-froid, même si elles sont en train de se rendre, je pense au docteur par exemple, Joël, il va nous montrer qu'il est vraiment égoïste, en plus de ne pas avoir forcément de morale. On se souvient de la scène avec le sniper, où il l'avait supplié de ne pas bouger pour ne pas le tuer. Là, la peur de perdre Ellie va réveiller son pire côté. Alors certes, il a mis du temps à pouvoir re-aimer quelqu'un sincèrement, mais il va refuser qu'on puisse sauver le monde pour sauver Ellie. Mais c'est pas la vie d'Ellie là qu'il veut sauver, il le fait juste pour lui, d'une manière totalement égoïste. En dehors du fait que Ellie déjà elle-même, elle a sous-entendu que son sacrifice était légitime s'il permettait de sauver le monde, Joël, il va pas respecter sa volonté, il va tuer tout le monde et ensuite il va mentir à Ellie. Et là, on revient presque au point de départ. On revient presque à l'épisode numéro 1, au moment où elle n'était qu'une marchandise pour lui. Il a passé toute la saison à se rapprocher d'elle et à apprendre à l'aimer, pour en arriver à la fin, à la reconsidérer à nouveau comme une marchandise qui lui fournit de l'amour. Là, clairement, il va se servir d'Ellie pour oublier sa fille, pour trouver un substitut pour retrouver le bonheur. Il se questionne même plus de l'intérêt que Ellie a de continuer à vivre, encore moins de l'intérêt commun. Ça encore, c'est évident que c'est pas à la portée de n'importe qui de sacrifier un être cher pour sauver le reste du monde. Faut de la sagesse. Mais de toute façon, on va même pas lui demander ça déjà. On lui demande tout simplement de respecter la volonté d'Ellie et de ne pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'elle déciderait, elle? Je crois qu'elle choisirait de faire ce qui est juste. Mais ça, tu le sais. Et là, j'ai l'impression que dans ce dernier épisode, la série décide de nous montrer le visage de Joël un peu trop rapidement. Je pense que sincèrement, c'est ça son réel visage. Mais il n'a pas été assez montré dans le reste de la série, peut-être parce qu'elle a été trop édulcorée ou trop rapide, mais là, pour le final, c'était indispensable de nous montrer ce visage. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un trop grand écart entre ce que j'ai ressenti de Joël dans les 8 premiers épisodes et dans ce dernier. Néanmoins, ça reste réussi, puisqu'à la fin, le personnage auquel je me suis identifié, que j'ai aimé, j'ai fini vraiment par le détester et être en désaccord avec lui, presque il me dégoûtait, quoi. Pourtant, si je regarde, il a continué à faire les mêmes choses qu'il faisait auparavant
et qui me faisait l'apprécier. Donc, quand j'en arrive à ressentir tous ces sentiments contradictoires envers un personnage de fiction, je pense que honnêtement je peux considérer que c'est pas juste de la maladresse de la série, une simple contradiction de la part des scénaristes, c'est juste que le développement du personnage il est riche et complexe, il est proche d'un développement que pourrait avoir un vrai être humain. À la fin de l'épisode, Joël il va même mentir clairement à Ellie. Ellie, je pense qu'elle sait que Joël lui ment, elle a des doutes, mais elle va finir, je pense, par se dire que si Joël a juré, il peut pas lui mentir comme ça délibérément. Donc ça nous laisse sous-entendre une seconde saison qui risque de voir le déchirement entre nos deux personnages principaux. Jure-moi que tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Là, je vous ai fait part de ma psychologie de comptoir comme d'habitude, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même aborder, c'est l'introduction de l'épisode. Une introduction très importante qui va nous donner l'origine de l'immunité d'Ellie. Alors je sais, j'ai vu que certains y trouvaient ça dommage qu'on révèle ce point-là. Moi, si vous voulez mon avis, ça s'inscrit dans une démarche de crédibilité de l'univers et sur une personne comme moi, ça fonctionne par rapport à mes attentes. Alors évidemment, je suis pas médecin, donc c'est peut-être n'importe quoi ce qu'il raconte, mais je vous avoue que mes yeux de mec lambda, ils y voient que du feu et ils y croient totalement. Je vous parle même pas du fait que la scène elle est super forte et surtout qu'elle introduit le personnage de Marlène en lui donnant un rôle bien plus important dans la vie d'Ellie. Et ça va donner à la fin de l'épisode un contrepoids face à Joël qui veut la sauver. Parce que Marlène, elle est responsable aussi de la vie d'Ellie. Elle a juré à sa mère qui était son amie, c'est ce qu'on comprend. Mais Marlène, contrairement à Joël, elle sait que c'est un sacrifice légitime la vie d'Ellie si c'est pour sauver le reste du monde. Enfin, pour sauver le reste du monde, potentiellement, il n'y a aucune certitude. J'étais là le jour de sa naissance, Joël. J'ai promis à sa mère que je prendrais soin de son enfant, je lui ai promis. Donc si, je comprends très bien. En termes de réalisation, l'épisode, je le trouve très bon. La première partie, elle est remplie de douceur, surtout le moment quand il rencontre la girafe. On voit des plans qui prennent le temps de s'attarder sur les réactions de Joël et qui nous font comprendre ce qu'il ressent maintenant à l'égard d'Ellie. Et ça va trancher totalement avec la deuxième partie et le carnage que va faire Joël pour sauver Ellie. Au moment où Marlène va lui apprendre qu'ils doivent la sacrifier. Là, à ce moment-là, il y a beaucoup de ralentis, la musique devient très forte. Alors au début, moi, ça m'a dérangé. Et en plus, j'ai trouvé que la musique, elle était pas raccord avec l'action qui était en train de se dérouler, avec le fait qu'on prenne le temps de regarder les horreurs que va faire Joël, parce que là, c'est pas de la défense qu'il fait, c'est vraiment un carnage. On sent vraiment l'homme à qui on arrache son enfant, qui est prêt à être vraiment méchant, vraiment cruel même. En fait, cette musique, je finis par la comprendre quand je vois la scène comme une musique dramatique, mélancolique. Elle va nous faire comprendre que Joël, il est en train de renier et de détruire tout ce qu'il a construit tout au long de la saison en se connectant avec Ellie. La façon d'annoncer le sacrifice d'Ellie par Marlène, on est d'accord, il est maladroit et encore maladroit, c'est gentil. Donc au début, forcément, t'as envie et tu comprends la nécessité, l'envie de Joël d'aller sauver Ellie. Mais quand tu vois la manière dont il opère, tu peux plus être en accord avec lui. Et là, il te paraît tellement sauvage que limite t'es dégoûté par ses actions et t'en viens à te demander s'il était sincère quand il parlait de sa rédemption à son frère. Donc clairement, en saison 2, il va avoir des conséquences aux actes de Joël. Je pense pas qu'il ait pu décimer autant de Lucioles sans que ça ait d'impact, et forcément, quand les Lucioles chercheront à se venger de Joël, Ellie sera au courant du mensonge, et là ça va créer d'autres problèmes. Parce que clairement, je pense que Ellie elle va finir par se résigner à accepter l'égoïsme de Joël, qui se sert d'elle pour remplacer sa fille, quoi. Surtout lors de la scène, là, super gênante, il arrête pas de les comparer. C'est super déplacé, super maladroit, même s'il essaie de se rattraper plusieurs fois, ça fonctionne pas. Et c'est décevant, parce que je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Toute la sincérité de leur relation, elle est un peu balayée par le comportement de Joël à ce moment-là. Le mec, il passe son temps à ne pas vouloir parler de son passé, et là, il nous rabâche des comparaisons déplacées entre Ellie et sa fille. Et je trouve ça too much, que ça arrive d'un coup, c'est dommage. Parce que ça contrebalance trop avec la beauté de la relation qui avait été construite entre lui et Ellie. Je dis pas que vous êtes toutes les deux pareilles. Non, vous êtes vraiment différentes. Différente comment? Elle était beaucoup plus...
dirais girly, mais ça veut pas... Je pense que quand elle va apprendre la vérité, ça sera la goutte d'eau et ça va vraiment exploser entre les deux personnages. Mais j'espère malgré tout que dans cette saison 2, on aura l'occasion d'un peu plus développer aussi le côté infecté, le côté épidémie, et que cette deuxième saison ne sera pas la seule et qu'on aura aussi une saison 3, etc. pour qu'on puisse prendre le temps et garder la qualité de la série, la qualité de la narration, d'écriture, de réalisation aussi, et surtout la qualité du jeu d'acteur, en donnant plus de temps, sans bien sûr nous remplir d'épisodes inutiles, mais en nous permettant de découvrir plus en profondeur le monde, comme la psychologie des personnages. Voilà, c'était à peu près tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première saison. Bon, moi je pense que vous l'avez compris, je suis largement convaincu malgré les petits détails qui me dérangent, mais il y en a toujours. J'attends donc la saison 2, je serai largement au rendez-vous. Et puis voilà, s'il y a des choses qui manquent ou s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à vous exprimer. On reste dans la plus grande bienveillance possible dans les commentaires. Et sur ce, à plus tard.